J'avais dans le passé pour habitude de penser que la sagesse était impérativement liée à l'âge. Plus on est vieux, plus on est sage. Plus on a vécu, plus on connaît. Plus on a la science, plus on comprend. Mais ça m'a pris du temps pour réaliser que ce n'était absolument pas correct. Dans ce sens, en Afrique, généralement, tout ce qui est vieux, on l'appelle vieux, avec respect et condolence. On a l'impression que ce qui est vieux est essentiellement intellectuel, intelligent, si pas intellectuel. Tout ce qui est vieux est censé être sage, prendre des bonnes décisions sans difficulté. On a tous tendance à nous tourner vers ce qui est plus vieux que soi, espérant recevoir des informations plus fluides. Ce n'est pas le cas en Afrique, ce n'est pas une réalité. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Aujourd'hui, il va faire quelque chose de très intéressant encore une fois. Monsieur Traoré vient de déposer entre les mains des membres nécessaires, des équipements nécessaires pour construire le Burkina Faso. On voit ici des engins énormes qui ont pour objectif de construire les routes du Burkina Faso. Il a remis un lot de matériel d'initiative présidentielle Faso-Mebo. Vous avez entendu parler des Faso-Mebo. Ok, l'objectif c'est quoi? Soutien logistique lourd qui vise à renforcer la construction des routes pour le développement. Suivez. Par le peuple, je vous remets ces engins. Ça fait 2 lots, comme il a présenté, distincts. Ça va permettre de bitumer les rues que vous avez déjà commencé en voie rouge. Et l'autre lot qui participe au terrassement, avec donc le génie, vous allez voir, tant sur vos chantiers que aussi sur les chantiers de... Regardez la simplicité du monsieur. Simplicité du monsieur. Continuons. De nos forces de défense. Donc pour aller très vite dans le terrassement, la réalisation d'infrastructures au profit de nos forces et de nos populations. Donc faites-en bon usage. Je pense qu'il est important de remarquer, regardez d'abord cette tenue de M. Traoré à l'égard du monsieur, le gentleman devant lui. Il n'y a pas un sens de supériorité évident qu'on voit généralement dans beaucoup de pays africains quand on est président, ou en tout cas quand on est au-dessus. Il n'y a pas un sens évident de je suis ton boss, je m'adresse à toi, tu te tiens comme ça pendant que moi je me tiens straight. M. Traoré est très à l'aise. Regardez les mains, regardez le body language, la gestuelle, dans son parler. C'est un humain. Il est resté humain, ok? Sans barrière. Continuons. Nous serons là donc pour vous accompagner tout au long du séjour du travail de ces engins. Merci. Bien pris, Excellence. Excellence, nous nous engageons à implémenter sur le terrain conformément à votre vision, célérité et ingéniosité. Merci. Regardez ça, ok? Salut et coup de bumps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que c'est important. Vous verrez jamais un président de la République africain faire ça avec un militaire. Vous ne verrez jamais ça. Un président de la République africain faire le coup de poing avec un militaire, c'est dans quel sens? C'est dégradé à quel point? Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil au-delà du travail. Il y a beaucoup plus de prétentions, beaucoup plus d'ego, beaucoup plus de mégalomanie que le travail qu'on fait. Monsieur Traoré n'est pas là pour ça. Alors il n'a pas le temps, c'est évident, il n'a pas le temps de s'embellir de tout ce qu'il y a comme ego futile. Suivons. Donc, comme je l'ai dit, je pense que le rythme doit aller maintenant plus vite. Absolument. Voilà. Donc. Regardez encore une fois ici. Je pense que c'est important d'observer. Regardez son body language, ok, son langage corporel. Il est en train de regarder à côté. À sa droite se trouve un monsieur qui est manifestement plus âgé que lui. Mais c'est un monsieur qui est son subalterne, n'est-ce pas? Le monsieur est son subalterne, mais il est à ses côtés. Regardez la tenue de monsieur Traoré. Il ne veut pas qu'il se sente mal à l'aise, comme s'il parlait à un supérieur, ok? Il n'impose pas sa puissance, il peut le faire. Il ne le fait pas. Donc ils sont tous les deux à l'aise. Mais apparemment, il se souvient que c'est un Africain. Comprenons que on ne sait pas, je connais pas le monsieur, c'est qui? Peut-être qu'ils ont un rapport beaucoup plus approché. Peut-être que c'est une personne qui l'aurait peut-être formé. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une personne qui a participé à sa croissance. Je ne peux pas le dire. Mais ce qui est évident, en tout cas, si tout ça n'est pas valide, ce qui est valide ici est le fait que monsieur est beaucoup plus âgé que monsieur Traoré. Et son visage, son langage corporel en dit tout. Le respect dont il a certainement reçu de ses parents. Continuons. Donc, tout est là. Dans certaines de villes, il faut que les forces puissent circuler très rapidement. Il n'est pas en train de dire il faut que les forces puissent circuler. Non, il est comme ça. Vous remarquez? Continuons. Arriver là où on veut. Donc, bonne intelligence. Et je pense que ça doit aller. Très bien. Merci. Je pense que c'est très intéressant. C'est toute une science. C'est touchant. C'est palpitant. Monsieur Traoré fait un travail énorme. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas l'importance des routes, mais je pense qu'on va y jeter un coup d'œil, ok? Quelquefois, on pense savoir, mais on ne sait pas en réalité. Pourquoi les routes sont importantes? Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est ça, par exemple. Nombreux pays d'Afrique, pour contexte, il n'y a pas de route. On fait semblant de dire on a autant de dents. Non. Les routes, généralement, c'est dans la capitale. Dans nombreux pays africains, les routes
les bonnes routes, c'est dans la capitale. Et pourquoi dans la capitale? Dans une partie de la capitale d'ailleurs, c'est généralement parce que quand il y a des étrangers, des délégations étrangères, des présidents qui viennent visiter, pendant qu'ils passent, qu'il n'y ait pas beaucoup trop de honte ou d'opprobre sur le pays. Il faudrait présenter un aspect éclairé, un aspect avancé du pays. Alors, on va dépenser quelques monnaies dans la construction de quelques routes. Mais en réalité, même s'il y a de l'argent pour construire, on ne construit pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir veulent d'abord enrichir leur famille. Alors, pourquoi les routes sont importantes? Les routes sont importantes parce qu'économiquement, ça crée de la fluidité. Les routes solides et bien entretenues permettent aux producteurs agricoles, aux artisans, aux entreprises d'acheminer les biens plus rapidement vers les marchés locaux et régionaux. Donc, les fermiers, les artisans, les businessmen, les entrepreneurs peuvent varier leur position beaucoup facilement avec beaucoup de fluidité. On va parler de ce monsieur ici. Il s'appelle John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli était président de la Tanzanie il y a quelques années. C'était un homme très fort. C'est un homme qui ne parlait que Swahili, sa langue natale. Il ne faisait jamais usage d'anglais comme langue nationale ou pour s'adresser à qui que ce soit. C'était en Swahili qu'il parlait. John Pombe Magufuli, pendant qu'il était au pouvoir, a effectué 5 voyages étrangers. 5 voyages étrangers, chaque pays était africain. Il n'a pas été une seule fois dans un pays européen ou aux États-Unis d'Amérique pour aller faire une plainte, une demande ou des doléances. Monsieur Magufuli a complètement changé son pays. Arrivé à la politique, arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Magufuli a dit, s'il n'y a pas de bonnes routes, il n'y a pas d'économie dans un pays. S'il n'y a pas de bonnes routes, il n'y a pas d'économie dans un pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des routes. Il a pris l'argent qui était censé être dépensé pour la fête d'indépendance, il a dépensé l'argent dans la création des routes permettant le déplacement d'un lieu à un autre. Secondo, Magufuli a créé ce qu'on appelle le Magufuli Bridge, de Kigongo à Boussissi. Regardez sur la carte, Magufuli Bridge. C'est un bridge c'est quoi? C'est un pont de 3,2 km de longueur. C'est le plus long pont d'Afrique. Il a créé un pont, arrivé au pouvoir, de 3,2 km. Ils ont construit le plus long pont d'Afrique. Qu'est-ce que ça a servi? Ce pont, évidemment, a remplacé les déplacements par bateau. On se servait des bateaux, de navettes pour traverser l'eau d'un point à un autre. Ceci, évidemment, a remplacé cette histoire-là. Ils ont dépensé 260 millions de dollars, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La population en a profité. Comment la population a profité? Parce que les propriétaires des bateaux qui traversent les gens, vous voyez tous ces bateaux-là, c'est très beau, c'est très luxueux. Les propriétaires ne sont pas tanzaniens d'origine. Ce sont des Arabes qui venus de l'Asie ou du Middle East qui viennent en Afrique et se font beaucoup d'argent. Donc pendant les années, chaque Tanzanien voulant traverser était obligé de faire usage de ces bateaux. Mais lui, arrivé au pouvoir à peine à la première année, construit le pont de 3 km 200 dans l'objectif de renverser la vapeur. Et avec ça, il a encore dit dans mon gouvernement, aucun membre du gouvernement ne voyagera en première classe. C'est coûteux pour rien. On peut dépenser l'argent pour des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles il a été éliminé très rapidement. Vous voyez la correspondance, la similance, la cotriance entre lui, Sankara et Traoré. On continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'armée au service du développement est très important. En confiant le génie militaire, la construction de routes, le gouvernement montre que l'armée n'est pas seulement un instrument de défense, mais aussi un acteur de progrès national. Donc on voit qu'un militaire, ce n'est pas seulement un tueur. Un militaire, ce n'est pas seulement une personne forte physiquement. Un militaire est une personne qui contribue aussi, ou pourrait en tout cas, dans le progrès national. Donc, ceci encouragerait la jeunesse de s'allier à l'armée, en tout cas sur plusieurs niveaux. Il y a une certaine mobilité qui se développe, c'est-à-dire les populations peuvent se déplacer plus facilement pour accéder aux écoles, aux hôpitaux, aux services administratifs, sans difficulté. Regardez ce monsieur ici, c'est le vice-président du Guinée équatoriale. Regardez sa vie, regardez ses voitures, regardez ses villas, regardez tout ce qu'il a. Écoute, si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce qu'à la tête, il y a des gens qui ne sont pas évolués. Si les pays africains n'évoluent pas, vous voyez un pays africain qui n'a pas de route, un pays africain qui souffre, c'est généralement, il y a un président très âgé, en tout cas avec des gens très âgés qui travaillent à côté de lui, ou encore des gens qui sont absolument abrutis. C'est généralement parce qu'il y a un président très âgé, des gens qui l'entourent qui sont très âgés, ou des gens qui sont absolument abrutis, des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels. Regardez ce monsieur, il est président de la République. Mais est-ce que son pays est tout à fait complet? Absolument pas. Monsieur Traoré, je pense qu'il est important de le dire. Il n'est pas parfait, c'est évident. Mais à son âge, pourquoi n'est-il pas mu par l'objectif d'avoir des grosses voitures? Des fast cars, des grosses motos comme certains présidents. Pourquoi Traoré ne le fait pas? N'est-il pas humain, Ibrahim Traoré? N'a-t-il pas aussi des émotions et des sentiments? N'avait-il pas des rêves étant plus jeune, de rouler carrosse dans une belle voiture, de vivre dans une grosse maison?
pourquoi a-t-il un sens, en tout cas apparent, de dévouement à l'égard de sa nation, voulant voir les gens se développer? Ça, on ne sait pas comment expliquer ça. Et je pense que c'est important. Merci infiniment, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Traoré est-il de vrai ou Traoré est en train de faire semblant? Aucune personne ne peut être parfaite. Je sais qu'on ne l'est pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Faites-moi savoir. J'aimerais que les tueries cessent. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier, des soldats, principalement des soldats, mais aussi quelques civils, là où des bombes ont été larguées. Mais dans l'ensemble, 25 000 soldats sont morts le mois dernier. J'aimerais vraiment que cela s'arrête. Des choses comme ça finissent par provoquer des troisièmes guerres mondiales. Trump a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de conduire à une troisième guerre mondiale. Et celle-ci sera beaucoup plus brutale que les précédentes, parce qu'elle sera une guerre de bombes nucléaires nimbée d'intelligence artificielle. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré ouvertement dans un discours qu'il fallait que l'OTAN était la prochaine cible de la Russie et qu'elle devrait monter de manière spectaculaire ses dépenses en défense. Alors la troisième guerre mondiale arrive-t-elle vraiment? Et qu'est-ce qui se passe en Ukraine actuellement? Je pense qu'on va le découvrir. Pour ceux qui suivent la guerre en Ukraine depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir combien frustrant cette histoire est devenue. Des discussions incomplètes, des allers-retours qui n'aboutissent à rien. En fin de compte, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Donald Trump a fait une promesse avant son arrivée au pouvoir, qu'il lui fallait simplement 24 heures pour finir cette guerre en Ukraine. En tant que président, je rétablirai la paix par la force. La paix par la force. Cela ne serait jamais arrivé. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aucune chance. Et l'INSEE en serait heureux. C'est mieux que n'importe quelle alternative. Cela ne serait pas arrivé. Et je vais dire ceci, même maintenant, malgré l'énorme perte de vies humaines et la destruction d'une grande partie de ce pays, je négocierai un accord de paix en 24 heures. On pourrait conclure un accord de paix, on pourrait faire un accord pour les deux parties dès maintenant en 24 heures. Cet accord... Nous sommes là, plusieurs mois plus tard, et la guerre n'est pas encore terminée. La frustration est réelle, et la promesse devient de plus en plus fougueuse. Les États-Unis d'Amérique travaillent depuis un temps sur une proposition à faire à l'Ukraine et la Russie, espérant de trouver un accord de paix. Alors, à quoi consiste cette proposition derrière? La dernière proposition, par le régime de Trump, demandait à ce que la partie de Donbass occupée par l'Ukraine, 20%, soit libérée par les militaires ukrainiens. C'est-à-dire, l'Ukraine céderait complètement la partie de Donbass. Voilà Donbass sur la carte. La grande majorité de Donbass est contrôlée par les Russes à travers la guerre. 80% est estimé, 20% contrôlés par les Ukrainiens. Alors, Donald Trump et son régime proposent à l'Ukraine de libérer le Donbass. Donc, les parties que l'Ukraine contrôle, qui n'est pas contrôlée par les soldats russes, doivent être libérées des militaires ukrainiens. Et la Russie fera la promesse de ne pas faire d'avancée sur ces territoires libérés par les Ukrainiens. Ce qui se passerait, c'est qu'on créerait une zone économique libre dans le Donbass. Une zone économique libre. Libre de militaires ukrainiens et libre de militaires russes. Secondo. Cette zone, en effet, serait ouverte aux investissements internationaux, y compris potentiellement les entreprises américaines, sans présence militaire d'aucun des deux belligérants. Je répète. Le Donbass, contrôlé à 80% par les Russes et à 20% par les Ukrainiens. Les États-Unis exigent, pour trouver la paix, que les Ukrainiens libèrent leur partie du Donbass, avec la promesse russe de ne pas faire d'attaque ou d'assaut sur cette partie autrefois contrôlée par les Ukrainiens. Ils créeraient ensuite une zone économique libre, qui viserait à attirer les entreprises américaines dans la reconstruction et l'exploitation minière. La reconstruction, évidemment, vous voyez, l'Ukraine, regardez son état, c'est un pays carrément détruit, par terre, un paradis pour les entreprises de reconstruction, n'est-ce pas? Secondo, les entreprises de mines. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Ukraine regorge des sources presque intarissables de terres rares, donc une très belle opportunité. La question qui se pose est celle-ci d'abord. Est-ce la guerre en Ukraine une opportunité pour trouver la paix ou une opportunité pour le business? Est-ce que vous vous rendez compte combien la guerre, c'est du business? On vient de proposer une proposition, mais cette proposition, évidemment, inclut nos intérêts d'abord. C'est-à-dire, vous libérez les terres, ils libèrent les terres, on trouve une forme de paix, mais en attendant, nos entreprises s'y installent et exploitent le territoire. Est-ce vraiment une forme de paix? Point d'interrogation. Pendant que l'Ukraine tente de reprendre contrôle du territoire qu'ils estiment leur, les États-Unis suggèrent que l'Ukraine devrait se retirer totalement de ces territoires.
Alors nous sommes en décembre 2025. Donald Trump se presse. Ils veulent que cette histoire soit conclue avant le 25 décembre. Ils exigent de Zelensky une compréhension complète du plan avant le 25 décembre. Troisièmement, Trump veut des élections en Ukraine. Nombreux pensent que Zelensky s'est servi de toutes les tactiques possibles pour se garder au pouvoir. Est-ce vrai? Donald Trump veut des élections. S'il faut organiser des élections maintenant, il doit y avoir un cessez-le-feu, au moins pendant le processus électoral et pendant le vote. Et c'est quelque chose qui doit être discuté. Et honnêtement, ici, en Ukraine, nous pensons que l'Amérique devrait en parler avec la partie russe. Zelensky, évidemment, a posé une question très intéressante. Zelensky n'est pas un idiot du tout. Il demande, vous voulez un territoire dans l'Ukraine où je me retirerai? Évidemment, la Russie n'y rentrera pas. Mais ce territoire sera numéro 1 gouverné par qui? Qui gouvernera ce territoire? Deuxièmement, qu'est-ce qui empêcherait les Russes de se dissimuler dans la population civile, prétextant être ukrainiens pour finalement reprendre contrôle de ces territoires? Zelensky a déclaré qu'aucun dirigeant dans le monde ne voudrait céder les terres de ses ancêtres. Clairement, on pourrait tout à fait comprendre. Comprenez une chose, bien que Zelensky soit contre l'idée de Donald Trump, il ne veut en aucun cas énerver Donald Trump en ce moment-ci. Vous savez exactement ce qui s'était passé dans le passé, quand il est parti voir Trump dans la Maison-Blanche, combien l'histoire a tourné au feu très rapidement. Et dans ce cas, il essaie très fort de ne pas se retrouver dans les mêmes conditions. Alors Zelensky veut parler de manière diplomatique, dire non sans essentiellement déranger l'ego de Donald Trump. Comment il le fait? Il dit dans ce cas, dans votre proposition, je ne répondrai pas. C'est la population qui prendra la décision à travers un référendum. Il insiste sur le fait que toute concession du territoire nécessite un référendum et des solides garanties de sécurité. Donc référendum et garantie de sécurité. Un référendum est un vote direct du peuple dans une situation politique sans laisser cette situation entre les mains des dirigeants. Donc le peuple choisira dans ce cas s'ils veulent d'un territoire libre une zone économique entre l'Ukraine et la Russie, créant ainsi un buffer zone, c'est-à-dire un lieu où il n'y a pas de guerre, pour créer une certaine paix. Au milieu de tout ça, Donald Trump a averti l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. J'aimerais que les tueries cessent. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier, des soldats, principalement des soldats, mais aussi quelques civils, là où des bombes ont été larguées. Mais dans l'ensemble, 25 000 soldats sont morts le mois dernier. J'aimerais vraiment que cela s'arrête. Des choses comme ça finissent par provoquer des troisièmes guerres mondiales. Et je l'ai dit l'autre jour. J'ai dit, vous savez, tout le monde continue à jouer à ce genre de jeu. Vous finirez par déclencher une troisième guerre mondiale. Et nous ne voulons pas voir cela arriver. Trump a averti que la guerre entre la Russie et l'Ukraine risquait de dégénérer en troisième guerre mondiale. Il n'a pas mâché ses mots. Il dit que si cette histoire n'était pas résolue, parce qu'en réalité, d'après les personnes, 25 000 personnes sont mortes le mois dernier. Si on parle de 25 000 personnes, on estime à peu près 1000 personnes par jour. C'est beaucoup d'humains. La frustration de Trump est évidente dans cette histoire. Donald Trump est une personne qui aime soutenir ses paroles. Il a publiquement promis de finir la guerre en 24 heures, chose qui n'est pas arrivée. Il trouve que ça en va de sa réputation. Sa réputation à lui, souvenez-vous, est beaucoup plus importante que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il est impérieux qu'il assure ses arrières en faisant exactement ce qu'il a promis de faire. Voilà pourquoi il met la pression sur Zelensky, sinon il coupe les aides dans tous les fronts. L'OTAN a émis, les amis, un avertissement très sévère, disant qu'une guerre avec la Russie approchait. C'est-à-dire l'OTAN pense que l'Ukraine, c'est le lieu d'entraînement de la Russie. Le problème profond de la Russie ne se trouve véritablement pas en Ukraine. La Russie a pour intention de partir jusqu'en Europe. Et alors, il faudrait, dans ce cas, s'apprêter, commencer à préparer la jeunesse, commencer à s'apprêter mentalement, commencer à mettre de l'argent de côté pour préparer une guerre contre la Russie. Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Et nous sommes déjà en danger. Lorsque je suis devenu secrétaire général de l'OTAN l'année dernière, j'ai averti que ce qui se passe en Ukraine pourrait aussi arriver aux pays alliés. Que nous devons adopter une mentalité de temps de guerre. Il dit si l'Ukraine tombe, l'Europe sera la suivante. Mais pensez-vous vraiment que Vladimir Poutine a pour intention d'attaquer l'Europe? Si non, pourquoi il ne le ferait pas s'il peut gagner l'Ukraine? Si oui, pourquoi irait-il en Europe? Encore une fois, pour ceux qui suivent cette guerre depuis le début, je pense que la frustration est réelle. Quand est-ce qu'elle va se terminer? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Tout le monde parle de paix, mais pourquoi la paix n'arrive pas? C'est évident. Si vous parlez tous de paix, il est manifestement simple d'aller trouver cette paix parce que vous parlez tous de paix. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à une paix
totale et permanente. C'est simple. C'est parce que chacune des parties cherche une paix particulière, une paix ajustée à soi-même. Les États-Unis veulent une conclusion vite avant que cela ne devienne un handicap électoral. Cette guerre en Ukraine risque de poser problème au niveau électoral aux États-Unis d'Amérique. L'Europe veut un accord qui mette fin à ce qu'ils appellent agression russe. L'Ukraine veut justice et garantie de sécurité. La Russie veut des territoires, quelquefois des territoires qu'elle n'a pas pu conquérir sur le champ de bataille. Mais dans tout ça, l'idée selon laquelle les États-Unis d'Amérique viendraient en Ukraine, demandant à l'Ukraine de libérer une partie du territoire et à la Russie de ne pas faire d'avancée pendant que eux installent leurs entreprises pour faire de l'argent. Est-ce une vraie forme de chercher la paix? Quel pays accepterait qu'on leur dise, écoutez, pendant que vous vous battez, mettez une pause, ok? Bougez à gauche, ils bougent à droite, nous prenons ce territoire, nous créons un buffer zone, il n'y aura pas de tueries. Mais en attendant, ici, on installe nos entreprises pour qu'ils fassent de l'argent. Sont-ils vraiment là pour la paix ou pour l'argent? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France. On en parle tout de suite. Quand quelqu'un vous respecte, vous le respectez ou pas? D'accord. Mais quand quelqu'un ne vous respecte pas, vous le respectez toujours au nom du respect que vous avez reçu de vos parents ou vous ajustez selon le respect que vous recevez? Le respect est réciproque ou pas? Est-ce qu'on donne un respect à une personne parce qu'elle vous respecte ou carrément vous respectez la personne parce que vous avez été bien éduqué? Si une personne vous traite avec condescendance, une personne que vous respectez ou respectiez dans le passé, continuez-vous à accepter la condescendance, l'impolitesse, le dédain en le respectant parce que vous avez été bien éduqué et élevé, ou bien vous ajustez votre attitude par rapport à son comportement? Le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France, invoquant un manque de réciprocité. Donc dans ce cas, il n'y a pas de respect réciproque. Puisqu'il n'y a pas de respect réciproque, dans ce cas, on coupe carrément ce respect. Apparemment, vous ne le respectez pas. Est-ce qu'il faut être content par rapport à... Piga d'abord ma Kofi. Allez, clap hand. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Les Africains aiment ça. Quand on dit que le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France, évoquant un manque de réciprocité. Généralement, les panafricanistes adorent ça. Oui, le Sénégal doit se faire respecter, n'est-ce pas? Le contexte est très important. Le 11 décembre 2025, la ministre sénégalaise de Justice Yacine Fall a annoncé devant le Parlement que le gouvernement allait interrompre toute extradition vers la France. C'est-à-dire, la France et le Sénégal ont un agrément où quand vous faites des bêtises en France et vous vous retrouvez au Sénégal par fuite, la France peut demander aux autorités sénégalaises de vous renvoyer en France. La France demande à ce qu'on extradite des Sénégalais. Le Sénégal, bien sûr, pose une réponse négative parce que le Sénégal n'extradite pas ses citoyens, ses enfants. Nous avons reçu de la France 2024-2025 plusieurs demandes. Presque 19 demandes. Parmi ces 19 demandes, 3 personnes ont été extradées. Le Sénégal a refusé d'extrader 4 personnes. Nous avons 10 personnes qui n'ont pas été extradées. Parce que simplement, nous avons 2 Sénégalais qui sont en France et que la France jusqu'à présent n'a pas envoyé au Sénégal. Et le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander l'extradition de ces personnes. Comme cette loi est un accord entre 2 pays, il faut donc qu'il y ait un principe qui est le principe qui respecte aussi bien la responsabilité du Sénégal dans ce cas-là que celle de la France. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre à toute extradition à la France jusqu'à ce que la France réponde à ce que nous avons demandé. Vice-versa. Donc vous ne pouvez pas faire des bêtises dans l'un des pays espérant vous réfugier ailleurs. On va vous attraper. Mais dans ce cas, la décision a été intervenue après que la France ait refusé d'extrader 2 ressortissants sénégalais, qui étaient évidemment recherchés par Dakar pour des crimes financiers présumés. Donc Dakar a demandé, France, renvoyez-nous ces deux gens. On en a besoin. Ils sont criminels. Mais la France, cette fois-là, a pris son temps et n'a pas renvoyé les gens. Et par conséquent, le Sénégal a dit non, on n'enverra plus les gens. Le Sénégal détient actuellement 12 individus recherchés par la France. Ils sont au Sénégal. Mais le Sénégal, évidemment, a répondu qu'il ne répondra favorablement à la France que quand la France répondra favorablement aux demandes du Sénégal. Est-ce juste pas du Sénégal de dire si vous me traitez comme un enfant, je vous traite comme un enfant? On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Le Sénégal recherche 2 personnes, mais il y a une personne particulière dont je pense on va parler très rapidement. La personne s'appelle Mandiambal Diane. Qui est-il?
C'est un journaliste sénégalais de renom, une personne très connue. C'est un magnat de médias. En effet, le fondateur du groupe Avenir Communication et éditeur du quotidien Le Quotidien. C'est un grand boina. C'est un monsieur respectable. C'est un créateur de boulot. C'est un boss. Qui est-il? Il est aussi connu comme critique virulent du gouvernement actuel. C'est une personne qui ne mâche pas ses mots à l'égard de Sonko et de Faye. Dagné est accusé par les autorités sénégalaises d'irrégularité financière et de corruption. Déjà, quand on dit que c'est une personne qui est critique du gouvernement sénégalais, généralement, on se dit, bon, écoutez, tout ce qu'on peut créer comme raison ou alibi serait assez pour l'incarcérer. Mais on va essayer de voir, est-ce que ce monsieur a tort ou pas? Est-ce que le Sénégal a raison de demander ça? Et pourquoi la France refuse de l'envoyer? Le monsieur a été accusé d'irrégularité financière et de corruption. Plus précisément, avoir perçu des rétrocommissions, c'est-à-dire de l'argent qu'on jette à quelqu'un à hauteur de 32 millions de dollars. Auprès de qui? Auprès d'une entreprise française liée à des contrats attribués à cette entreprise. Bon, on va essayer d'expliquer. Vous savez, généralement en Afrique, on pense que si on peut emmener un collaborateur au gouvernement pour bâtir les routes, par exemple, ou construire des infrastructures, des buildings, des hôpitaux, on peut aussi retirer un peu de l'argent que le gouvernement donnera à la personne. Je le dis très simplement. Les Africains, généralement, pensent qu'en emmenant une personne, pendant que le gouvernement cherche quelqu'un pour faire un travail spécifique, vous emmenez un candidat, mais vous discutez avec le candidat lui disant, écoutez, si on vous donne le contrat que je veux faciliter, tu me donneras de l'argent. Beaucoup d'Africains, malheureusement, pensent que c'est légal. Non, ce n'est pas légal. Dans la loi de beaucoup de pays, c'est illégal. C'est de l'illégalité, c'est criminel. Ça s'appelle la rétrocommission. Recevoir de l'argent, je peux te faciliter à rencontrer le président, mais tu vas me payer. C'est illégal. Je peux te faciliter à avoir un contrat au gouvernement, mais tu vas me donner mon pourcentage. C'est illégal. Tu veux venir dans mon pays pour construire des bâtiments, des appartements, des écoles et autres choses. Mais avant de le faire, pour te donner la facilité de le faire, je peux te faciliter l'entrée chez les gens qu'il faut. Et avec ces gens qu'il faut, tu dois devoir me donner un pourcentage. C'est de l'illégalité, c'est criminel. Ce n'est pas légal du tout. Parce qu'il y a beaucoup de pays ici, des républiques bananières. Même si tu as l'argent, tu vas aller construire des écoles ou des appartements. On te dit, il faut payer d'abord. Non, il faut payer d'abord à quelqu'un l'argent pour que tu dépenses ton propre argent pour faire un projet constructeur pour le pays. C'est criminel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Le Sénégal cherchait une entreprise spécialisée dans la construction des projets d'infrastructures en Afrique, après avoir eu des difficultés avec une entreprise chinoise. Cette entreprise chinoise avait signé un contrat ou un deal avec le Sénégal, mais juste avant les élections, à la fin de Macky Sall. Mais l'entreprise chinoise a dit, écoutez, on ne peut peut-être pas continuer cette histoire parce que c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que si vous échouez aux élections, qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a des risques. Des risques tels que, voilà, l'annulation du contrat. On va investir de notre argent aussi dans cette histoire et de nos ressources. On ne veut pas nous y attacher. Dans ce cas, Macky Sall à l'époque a dit, bon, il faut trouver quelqu'un d'alternatif. Et c'est comme ça que M. Dagné aurait trouvé une entreprise française pour faire le travail. L'objectif, c'était de faire quoi? Une reconstruction d'institutions judiciaires, comme des prisons, des bureaux et autres choses, d'infrastructures. Alors, Dagné aurait présenté Eclipse Project International, une entreprise française, positionnant la société française comme une alternative fiable. Il aurait usé de ses réseaux pour obtenir l'attribution du contrat, ses connexions pour avoir le contrat. En contrepartie, Eclipse aurait versé des paiements à SCE Pharaon, qui est une entreprise de M. Dagné, comme sous-traitant pour les éléments d'immobilier du projet de préparation du site d'infrastructure. La violation ici est simple. On parle de facilitation de l'attribution de contrats à des fins personnelles. Donc, si tu attribues le contrat à une autre entreprise, mais pour avoir tes fins à toi, donc des bénéfices au nom du gouvernement, tu es en train de casser la loi. Il est encore accusé de perception de rétrocommission, c'est-à-dire le paiement de sous-traitance qu'il n'a pas fait. Il est encore accusé de blanchiment d'argent. On dit qu'il a aussi fait du lobbying et influence en tant que propriétaire du média qui est très proche de Macky Sall à l'époque. Il aurait utilisé ses plateformes comme le quotidien et ses réseaux pour promouvoir cette entreprise et frapper à des portes qu'il fallait pour que cette entreprise soit acceptée, une entreprise française. On souligne ici que le monsieur a critiqué le gouvernement sénégalais actuellement à plusieurs reprises. Alors généralement perçu comme allié de Macky Sall, certaines personnes disent qu'il aurait épousé une femme de la famille de Macky Sall, donc c'est un proche de Macky Sall, qui d'après le gouvernement actuel est critique fervent du gouvernement de Sonko et de Faye. Alors on dit aussi qu'on aurait arrêté certains membres de la famille de monsieur Dagné, c'est-à-dire puisqu'il était absent, il aurait disparu du Sénégal malgré le fait qu'il y ait interdiction pour lui de voyager. On a alternativement arrêté des gens de sa famille qui ne sont pas lui. Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, je suis pas d'accord par rapport au fait qu'on puisse arrêter un membre de famille pour des vices et des erreurs commis par une tierce personne. On est tous adultes. Mais ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que le gouvernement sénégalais a raison de le chercher? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement français a raison de refuser de l'envoyer? Troisièmement, pensez-vous qu'on le cherche véritablement pour les 36 millions de dollars qu'il a mangé ou bien on le cherche parce que c'est un critique du gouvernement sénégalais?
Alors, si c'est un critique du gouvernement sénégalais, et même s'il était vrai du fait qu'il soit cherché pour des choses qu'il a dit contre Faye et Sonko, est-ce une raison pour ne pas être poursuivi juridiquement après avoir consommé 36 millions de dollars de manière illicite? Le monsieur aurait aussi accusé le gouvernement de Faye d'être un gouvernement autoritarien, un gouvernement qui fait beaucoup de promesses mais très peu de travail. Mais la finalité est celle-ci. Beaucoup de gens entendent dire que le Sénégal a finalement refusé, en tout cas mis une suspension à l'accord de répatriation qu'ils ont avec la France. Faut-il acclamer parce que le Sénégal a mis une pause? Ou bien faut-il poser des questions de savoir pourquoi est-ce que ce monsieur est tellement recherché? Alors si le monsieur est recherché simplement parce qu'il est critique du gouvernement sénégalais, probablement pas. Mais si le monsieur est recherché pour avoir réellement influencé à travers son poids l'acquisition de contrats et avoir profité financièrement au détriment de la population sénégalaise, alors là, ça a tout à fait son sens. Mais moi, je veux savoir de vous, le Sénégal a-t-il raison de poursuivre ce monsieur ou pas? Deuxièmement, le Sénégal a-t-il raison de dire à la France, désormais, puisque vous n'envoyez pas nos gens, on n'enverra pas vos 12 personnes que vous cherchez? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.